Bonjour Dominique, bienvenue sur ce podcast à destination de toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à l'approche par compétences et la démarche réflexive. Bonjour Dylan, merci beaucoup pour cette invitation, parce qu'effectivement c'est un sujet, cette approche par compétence, c'est un sujet qui me tient à cœur. Ouais, oui, qui vous tient à cœur, qui fait couler beaucoup d'encre et peut-être beaucoup de larmes. Et justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez très rapidement vous présenter qui est Dominique? Alors je suis Dominique Breil, je suis PUPH, c'est-à-dire professeur des universités et praticien hospitalier. Alors je suis professeur à l'université de Bordeaux, au Collège des sciences de la santé, à l'UFR des sciences pharmaceutiques, et j'enseigne la pharmacocinétique et la pharmacie clinique. Donc les propos qu'on va échanger aujourd'hui sont plutôt orientés autour de la pharmacie clinique. Mais tout ce que j'ai conduit autour de la pharmacie clinique, je l'ai également conduit autour de la pharmacocinétique. Je suis praticien hospitalier et pharmacien donc au CHU de Bordeaux et je suis en fait responsable des stages hospitaliers pour les étudiants de 5e année universitaire. C'est important parce que on va voir que justement cette approche par compétence, une des illustrations importantes sur terrain, c'est de l'illustrer auprès, par exemple, pendant les stages hospitaliers, auprès des stages médico-techniques ou des stages cliniques. Et il faut quand même savoir aussi que pour l'étudiant en pharmacie, ces stages hospitaliers sont importants car c'est la première fois, après 5 années d'études, qu'ils rencontrent en fait le milieu interprofessionnel, notamment de la santé, et qui peuvent mettre en place et illustrer certaines de leurs compétences. Donc, c'est une année très importante. Ok, donc si je récapitule, vos travaux ont été à destination d'étudiants en 5e année, année de professionnalisation et Alors, année de professionnalisation, oui, on peut le considérer comme une année de professionnalisation, tout en sachant que pour les étudiants en pharmacie, les années de professionnalisation, dans le vif du sujet, où il y a des stages en officine, où il y a leurs stages dans le milieu industriel, où les internes en pharmacie démarrent en fait leur cursus d'interne, c'est typiquement la 6e année, c'est-à-dire ils ont validé leur 5e année et ils rentrent dans la 6e année, qui est vraiment une année tremplin entre la formation initiale qui est la leur et la future formation continue qu'ils vont démarrer lorsqu'ils seront après la 6e année. Donc oui, c'est une année charnière, c'est une année importante, sans parler non plus des problématiques de réforme qui se mettent en place autour de la pharmacie, notamment sur les réformes du 3e cycle. d'accord. Et est-ce que la mise en œuvre de l'approche par compétences concerne ce troisième cycle? Alors absolument, parce que pour avoir une approche par compétences, il faut être en mesure de se baser sur des référentiels de compétences, c'est-à-dire ce qu'on entend. Et tant qu'on n'a pas en main ces référentiels, c'est très compliqué finalement de mettre en place une approche par compétences. Or, il se trouve que pour les réformes qui sont en cours, la réforme du 3e cycle pour les étudiants qui sont en DES pharmacie, donc elle existe depuis maintenant 2 ou 3 ans, me semble-t-il. Donc, on a un référentiel pour ces étudiants. On vient d'avoir, et on va pouvoir l'utiliser, un référentiel pour le DES officine, c'est-à-dire le R3C de la filière officine. Et de source sûre, le DES Industrie a un peu de retard par rapport aux deux autres filières, mais vraiment est en cours. Et donc, je vais dire, on est en possession de 3 référentiels de compétences correspondant aux filières de chacun des étudiants. Et donc, dans ce contexte-là, on est en capacité de construire une approche par compétences. Ok. Et le contexte de cette mise en œuvre de l'approche par compétences, c'est une volonté de professionnaliser davantage les étudiants en pharmacie? Absolument, absolument. Je crois, vous savez, je suis PUPH depuis, alors pas depuis 30 ans, mais je suis enseignant-chercheur depuis presque 30 ans. Donc, j'ai presque envie de dire que dans l'évolution de mes enseignements, c'est comme pour tout, hein, c'est comme pour la recherche, il y a un âge pour tout. Donc, dans un premier temps,
on enseigne avec beaucoup d'enthousiasme, et puis finalement, on se rend compte que ce que l'on apporte est très descendant. Et puis petit à petit, on vieillit, on grandit dans l'enseignement et on se rend compte qu'il faut quand même arriver à réfléchir, à transformer nos enseignements pour les rendre beaucoup moins descendants et les rendre, je vais dire, presque un petit peu plus appliqués. C'est-à-dire que on a affaire, ce qui est assez drôle, mais on a affaire à des étudiants qui sont certainement compétents, en tout cas qui ont une quantité de connaissances extrêmement importante. Et puis quand on les met en situation, on se rend compte que c'est compliqué pour eux d'aller, récupérer ces connaissances et ensuite de les utiliser. Donc pour un enseignant, c'est évident que ça remet en question l'enseignement et il faut à ce moment-là, et je pense qu'on arrive à mûrir quand on a pas mal d'âge d'enseignement derrière soi, c'est-à-dire il faut passer du stade j'apporte la compétence vers le stade j'utilise la compétence. Et je crois que moi, je suis maintenant rentrée dans les ordres, j'ai presque envie de dire, depuis, vous voyez, 5 ou 6 ans. C'est-à-dire que ça faisait 5 ou 6 ans que je me torturais à dire comment je peux passer ce gap entre je leur apporte de la connaissance, mais finalement, apporter de la connaissance, c'est bon, maintenant, l'idée, c'est de dire comment je leur montre comment cette connaissance, il faut l'utiliser, comment il faut la conserver euh, dans sa façon la plus critique possible, de telle manière que quelque part, ils soient en 5e et en 6e année, qu'ils n'aient pas oublié ce qu'on leur a enseigné en 2e, 3e, 4e année, et que en 5e année, ce ne soit plus un volume de connaissances, mais bien, voilà, le volume, vous l'avez. Maintenant, il faut mettre en situation. Voilà. Oui, afin de résoudre afin de résoudre des problèmes dans des situations diverses et variées qui seront des situations professionnelles. Ok. Absolument. Alors justement, une fois qu'on a amené ces éléments de contexte, qu'on parle de la nécessité de mettre en place l'approche par compétences qui commence par l'élaboration de référentiels de compétences, vous avez mis en place des situations d'apprentissage et se pose la grande question quelque part qu'on va traiter dans ce podcast, qui est l'évaluation de ces compétences. Comment faites-vous en tant qu'enseignante pour identifier, évaluer et accompagner les étudiants dans ce développement de compétences? Alors là, je veux dire, si on part de la genèse de comment je suis arrivée à l'approche par compétences. D'abord, je vous dis, c'est ce questionnement autour de comment aider les étudiants dans dans la mise en place terrain de l'utilisation de de ces connaissances. La première chose, c'est qu'il y a 2, 3 ans, maintenant 2 ans peut-être, j'ai en fait fait un alignement de mes enseignements. Donc, j'ai réalisé l'alignement pédagogique des enseignements de pharmacie clinique et de pharmacocinétique dont j'étais responsable dans le cadre d'UE, dans le cadre d'enseignement coordonné, dans le cadre de diplôme universitaire et dans le cadre d'un master 2 autour de la pratique avancée. Donc, j'ai mis en place, ça a été déjà un assez gros travail, euh, j'ai mis en place pour la totalité des enseignements dans laquelle la pharmacie clinique arrivait comme enseignement clé autour d'une unité d'enseignement. Donc ça a été un gros travail accompagné par un ingénieur pédagogique de la MAPI à Bordeaux parce que j'avais répondu à un appel d'offres et j'avais été retenue face à un appel d'offres qui s'appelait New Deal. Et ça m'a permis en fait de me concentrer sur l'UE qui avait le plus gros volume, c'est l'UE d'accompagnement au cas clinique des stages hospitaliers qui se déroulait en 5e année. Et forte de cet accompagnement, avec l'ingénieur pédagogique, ensuite, je me suis attaquée à la totalité, bien sûr, de mes enseignements en pharmacie clinique. Ça, c'est ce que j'ai fait il y a 2, 3 ans. Donc, en fait, déjà, il y a 2, 3 ans, euh, enseignement par enseignement, j'étais en capacité de dire qu'est-ce que j'attends de l'étudiant et à la fin de cet enseignement, en quoi sera-t-il compétent? Donc, par enseignement, on a mis en place ces acquis, on a mis en place les compétences qu'il fallait valider.
Et j'ai mis en place aussi, bien entendu, les grilles d'évaluation pour aller à la mesure à l'évaluation de ces compétences. Ceci étant fait, le prochain pas, la prochaine action, c'était de transformer ce qui a été fait dans l'alignement pédagogique. C'était d'évaluer pour voir si je rendais plus autonomes les étudiants et si je les rendais plus en adéquation par rapport à une évaluation qui était terrain. Je crois que là, l'essai a été transformé. C'est-à-dire que quelque part, ça a rendu les étudiants plus autonomes. Ça les a un peu quand même perturbés, hein, parce que ça changeait dans la manière. Mais finalement, déjà, ça faisait longtemps que sur ces UE, je leur demandais des évaluations qui n'étaient pas complètement descendantes. Donc, ça les a un peu bousculés, mais finalement pas trop. Là où ça les a bousculés, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient oublié pas mal de connaissances et qu'il fallait remettre à jour ces connaissances. Donc, Réactiver. voilà, réactiver. Et ça les a un petit peu bousculés parce que il faut quand même avouer, les étudiants, bon, même si ce que je vais dire là ne va peut-être pas trop leur plaire, mais c'est vrai, je passe année par année, j'avale toutes les connaissances, je suis en capacité de les reproduire pour les examens, et puis après, ça reste ou ça part. Et moi, je me présente là en disant, ah ben non, 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 il ne faut pas que ça parte. Bien au contraire, il faut le cultiver, il faut la cultiver, cette connaissance. Et puis après, il faut savoir l'orienter de telle manière qu'elle réponde à des objectifs qui sont des objectifs pratiques. Alors, j'avoue que sans cet exercice-là, j'aurais été dans la difficulté de mettre en place l'APC. Mais avec ces objectifs-là, je vais dire, j'étais sur le train de l'APC. C'est la résultante de tout ce travail. Et donc, si vous voulez, en même temps, j'avais affaire à des référentiels qui allaient petit à petit se publier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les référentiels. Ces référentiels, je les ai mis en format tel que moi j'ai l'habitude de travailler, comme j'avais mes formats d'alignement pédagogique. Et puis après, j'ai regardé en fonction des domaines et des compétences qu'il faut valider, parce que pour rendre la chose encore plus complexe, ces référentiels, ils sont faits par niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul niveau. Par exemple, pour le référentiel 3C du R3C de l'officine, vous avez un niveau débutant, vous avez un niveau intermédiaire et vous avez un niveau avancé, de pratique avancée. Pareil pour le référentiel des DES en pharmacie à l'heure actuelle. Vous avez une phase socle, vous avez une phase d'approfondissement et une phase de consolidation. C'est normal que quand on prend, par exemple, un item qui va rentrer dans l'APC, il va falloir le décliner de qu'est-ce qu'on attend d'un niveau débutant, qu'est-ce qu'on attend d'un niveau intermédiaire, qu'est-ce qu'on attend d'un niveau avancé. Donc ça, si vous voulez, ça rendait un petit peu l'évaluation complexe. Mais finalement, c'est complexe sans être complexe. C'est de la soustrate qu'on peut imaginer qu'est-ce qu'il faut en 5e année, qu'est-ce qu'il faut en 6e année, qu'est-ce qu'il faut une fois que finalement le pharmacien travaille en officine, par exemple. Et en fonction de ça, j'ai pu mettre en place des EPOS, donc des enseignements, des examens pharmaceutiques à objectifs structurés, un petit peu comme il a été fait en médecine avec les ECOS, qui sont cette fois cliniques. Et donc dans ce contexte des EPOS, j'ai pu travailler différents scénarios et au bout de chaque scénario, j'avais une évaluation, une grille d'évaluation. Et cette grille d'évaluation, durant l'EPOS, je la remplissais. Et une fois qu'elle était remplie, à la fin de l'EPOS, elle était travaillée avec les étudiants qui sont entrés dans l'EPOS. Et c'est en ce sens-là où, pour moi, ça a été assez intéressant parce que finalement, c'est comme dans l'alignement pédagogique, c'est-à-dire que j'ai été capable de publier des EPOS, de publier l'évaluation des EPOS, de publier vis-à-vis des étudiants ce que j'attendais en évaluation, grille d'évaluation, etc., etc. Donc les étudiants étaient parfaitement informés
de ce qui allait finalement leur arriver. Et une fois que l'EPOS était réalisée, eh ben, le temps que j'avais derrière cette EPOS, c'était de discuter avec eux pour savoir ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, ce qu'il faudrait renforcer, ce qu'il faudrait peut-être soustraire par rapport au scénario de l'EPOS tel qu'il est publié. Voilà, donc en fait, au travers de cette démarche, j'ai pu construire toute une bibliothèque d'EPOS en 5e année, filière par filière. Et puis, à partir de là, bien sûr, je les ai évalués là-dessus. Et je suis même allée jusqu'à faire de la simulation, c'est-à-dire sur les épos que j'avais trouvées qui étaient très bien faites. Finalement, je les ai scénarisées avec un acteur malade, un pharmacien qui réalise les postes, et je les ai filmés. Et je vais comme ça monter une construction de bibliothèque des postes filmée, de telle manière que si un jour un pharmacien veut regarder en simulation un sujet qui, par exemple, serait comment on accompagne un patient atteint de leucémie lymphoïde chronique sous ibrutinib, eh bien, il pourra aller visualiser les postes que j'aurais filmés en simulation. Voilà. Et alors, justement, pour apporter une petite précision aux personnes qui sont néophytes, qui ne connaissent pas le domaine médical, un EPOS, c'est bien un examen c'est une mise en situation clinique dans lequel l'étudiant va devoir réaliser une action, médicale ou non, qui devrait retrouver dans sa vie professionnelle? Absolument. OK. Je trouve que c'est une très, très, très bonne définition. Alors, il faut faire attention parce que c'est issu quand même, c'est issu, comme je vous dis, des Écosses, hein, c'est-à-dire la médecine a mis en place ces approches par compétences peut-être de manière un peu plus précoce que nous, hein, mais c'est toujours comme ça en santé. Hein. Médecine est avancée, pharmacie l'est un petit peu moins, mais on arrive quand même à développer ça. Et puis comme je vous dis, les référentiels doivent être présents. Donc ça, c'est un facteur très limitant. Si vous n'avez pas de référentiel, vous ne pouvez pas mettre en place une approche par compétence. Donc il fallait bien que les réformes de troisième cycle se mettent en place en pharmacie, que les référentiels soient à disposition. Et à partir de là, on est en capacité de créer effectivement des EPOS. D'accord. Donc, vous êtes parti des référentiels de compétences, vous avez mis au point différents EPOS et que je sois clair, est-ce que vous avez mis au point des EPOS en fonction de chaque niveau de compétence? Alors D'accord. absolument. Comme je vous dis, moi, mon exercice, il est très orienté 5e année. La 5e année, parfois, euh, la compétence que l'on va tester, elle peut avoir un niveau débutant, comme elle peut avoir un niveau de pratique avancée. Par exemple, je vais vous citer dans le domaine dispenser des produits de santé, il y a il y a la compétence réaliser l'analyse pharmaceutique. En 5e année, réaliser une analyse pharmaceutique de la prescription, ça doit aller quasiment jusqu'au niveau de pratique avancée. Pourquoi? Parce que ils ont le contact avec les patients. Souvent, ils font des stages, ils travaillent en officine. Donc, ils peuvent, par rapport à leur niveau de compétence, aller sur de la pratique avancée. Mais stricto sensus, sinon, on passe à un niveau de débutant et intermédiaire. Donc, c'est vrai qu'en fonction de les postes dans lesquels je les place, comme ils sont en 5e année, je regarde avec le référentiel de compétences où ils en sont et à quel niveau, bien sûr, je vais positionner le scénario. Il y a un autre scénario, par exemple, dans dispenser des produits de santé qui pourrait être repérage de la fragilité. Ce repérage de la fragilité, ils peuvent parfaitement le conduire depuis la 2e année, quasiment sur un niveau de pratique avancée. Donc, il faut qu'ils sachent bien comment ils vont orienter leur repérage et ensuite ce qu'ils vont mettre en place pour accompagner les patients qu'ils ont détectés éventuellement fragiles. Voilà. Je pourrais vous citer moult exemples, mais c'est important, effectivement, quand on se met à la rédaction d'un EPOS,
de bien considérer à qui s'adressent les postes et où, jusqu'où on peut aller dans le contexte de l'EPOS. Et ça, bien entendu, c'est important et c'est à retrouver aussi dans la grille d'évaluation. Et justement, ce qui me permet d'aborder on va dire les différentes étapes et les difficultés que vous avez pu rencontrer dans la construction des EPOS. Donc là, vous parlez de la conception pédagogique, mais j'imagine aussi que logistiquement, ça nécessite d'avoir des espaces, des ressources matérielles, et peut-être aussi des examinateurs. Comment est-ce que vous avez fait finalement pour construire, élaborer tous ces épos sans vous épuiser? Parce qu'en tout cas, vu de l'extérieur, on a l'impression que vous avez fourni un travail assez conséquent, tant dans la conception que dans la mise en œuvre de ces épos. J'imagine que la conception et la mise en œuvre devaient être un minimum chronophage. Oui, tout à fait. Alors, bon, d'abord, comme je dis, hein, je le replace. Hein, je l'ai fait en pharmacie clinique. Je suis enseignant-chercheur en pharmacie clinique. Ça fait 30 ans. Vous comprenez bien que quelque part, dans l'acquisition et dans la mise en place des scénarios, je suis allée relativement vite. Voilà. Après, pour moi, c'était la transformation de quelque chose que je faisais de manière un peu plus descendante, autour de l'analyse pharmaceutique, autour de grands sujets, autour de grandes questions. Mais j'avais, si vous voulez, j'avais le socle pédagogique, je l'avais. Le terrain, le terreau, je l'avais. Si vous voulez, ça fait longtemps que je cultive ces grandes lignes pédagogiques et que donc, si vous voulez, je ne pars pas de rien. Je pars de 30 ans d'enseignement. Et inutile de vous dire qu'en 30 ans, les choses ont évolué et moi, j'ai évolué avec. Donc, étant donné que j'ai évolué avec, je ne peux pas dire que dans la réflexion, ce soit très chronophage, parce que cette réflexion, je l'ai depuis longtemps, et que donc petit à petit, chaque année, j'avançais en mettant des billes, etc., etc. Et je dis, l'exercice d'alignement pédagogique a été très salvateur pour moi. Pourquoi? Parce que l'alignement pédagogique m'a permis de gagner énormément de temps dans l'objectif de ce que je voulais faire. C'est pour ça que un des grands axiomes, je ne sais pas s'il est partagé, mais en tout cas moi je vais vous le partager, c'est que il n'y a pas d'approche par compétence sans qu'on ait aligné ses enseignements. Ça, c'est la première chose que je peux dire de mon expérience. Deuxième chose, et pour pas prendre trop de temps dans l'illustration de l'EPOS, c'est d'avoir un travail très individuel, parce que personne que soi-même sait ce qu'on enseigne, quelles sont les compétences qu'on veut mettre en avant, comment on veut les évaluer. Si vous voulez, c'est une démarche très individuelle. Donc je ne dis pas que dans le futur, il faille que ce soit, bien sûr, pour répondre stricto sensu à ce qu'est l'EPOS. Et quand j'en discute avec des amis médecins, je vois bien, ils sont une dizaine, une quinzaine à passer les EPOS, etc., etc. Pour le moment, c'est absolument pas mon cas. C'est absolument pas mon cas. Je suis à l'heure actuelle sur la phase test dans un contexte très individuel. Bien sûr que ça prend du temps, mais c'est un temps que l'on passe à réarranger ses enseignements et c'est un temps qui n'est pas un temps perdu, c'est-à-dire vous ne faites pas ça plus ça, vous faites autrement. Ce qui veut dire que le temps que vous passiez, vous allez maintenant le passer à rédiger des scénarios, à essayer de regarder comment on va évaluer, à regarder, etc. Donc c'est un temps, je pense que la réalisation n'est pas si chronophage que ça. En fait, c'est le temps que l'on passe à être responsable pédagogique d'une UE et à s'interroger sur comment on envoie l'info, comment on envoie la connaissance, comment on évalue la connaissance. Donc ça, je vais dire, quand on est responsable d'une UE, c'est toujours les questions qu'on se pose et le travail qu'on effectue, on l'effectue toujours dans ce contexte-là. Après, sur la logistique. Alors, sur la logistique, là aussi, je suis très humble, hein, très humble. Je vous dis, j'ai une UE qui fonctionne maintenant qu'en EPOS. Donc, ce que je fais, c'est que je programme les EPOS, je les laisse travailler, ils sont en groupe de 3, je dispatche les rôles, je leur dis, toi, t'es le médecin, toi, t'es le pharmacien, toi, t'es, voilà, organisez-vous pour qu'il y ait un patient, un pharmacien, un médecin, etc., etc., ou un patient, un pharmacien, un aidant, ou un patient, un pharmacien, un kiné. Voilà, en tout cas, qu'on soit dans l'interpro, dans le cadre du scénario EPOS que je présente, et là, il me le présente. Il me le présente dans un contexte contrôle continu. On passe des EPOS. Généralement, je suis en séance, c'est-à-dire je suis dans un amphi ou je suis dans une salle, ce qui veut dire que quelque part, les étudiants présentent leur EPOS,
et les autres étudiants écoutent la présentation des EPOS des étudiants qui ont l'EPOS en question. Voilà. Donc ça, je le fais dans un contexte d'unité et d'heures d'enseignement, dans une unité de 5e année, dans une unité d'enseignement de 5e année. Là où c'est intéressant, c'est que je fais vraiment l'EPOS, validation pharmaceutique et autres, dans un contexte à ce moment-là d'examen. Et là, c'est simple, ils entrent dans une salle, je suis dans la salle, je leur présente l'EPOS, ils rédigent, ils refont leur EPOS, et après ils me présentent l'EPOS face à moi. Donc je suis à la fois, bien entendu, constructrice d'EPOS et en plus de ça, examinatrice de l'EPOS. Mais je vous dis, pour regarder si ça roule, pour regarder si tout va bien, pour regarder si la faisabilité est intéressante, dans un premier temps, c'est une démarche individuelle. Et c'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que finalement, votre adhésion ou votre engagement dans l'approche par compétences a commencé par un questionnement tout bête qui est: qu'est-ce que je veux faire à mes étudiants à l'issue de mes cours? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent en termes de savoir comme savoir-faire? Et ensuite, vous avez cherché à faire ce fameux alignement, cette mise en cohérence entre ce que je veux leur faire faire, ce que je leur fais faire réellement faire et comment je les évalue. Donc, si je comprends bien, selon vous, en fait, toute, toute adhésion et toute mise en œuvre de l'approche par compétences nécessiterait une certaine, maturation ou une certaine maturation, une certaine réflexion de ces pratiques pédagogiques au préalable et qu'on ne pourrait pas s'y engager si on n'avait pas déjà pour habitude de questionner ces pratiques pédagogiques. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Alors je ne sais pas si je raisonne juste, mais je peux vous assurer que moi, sans avoir aligné la pédagogie, je ne vois pas comment on peut aller sur une approche par compétence. Oui. Bon alors, moi à titre personnel, j'aurais du mal à vous contredire vu qu'on en avait déjà discuté en off, c'était des conclusions, similaires auxquelles, j'étais parvenu et même avec d'autres collègues. C'est-à-dire que finalement, l'approche par compétences va nous amène encore une fois à poser une question, bah, qu'est-ce qu'on veut faire faire aux étudiants? Avec une orientation cette fois, développement de compétences professionnelles et c'est vraiment le terme compétences professionnelles qui est à souligner ici, vu que l'approche par compétences dans nos universités a cette ambition-là et une question justement, quand on parle d'évaluation des compétences qui me vient à l'esprit, est-ce que dans vos EPOS, vous avez parlé de grille. Est-ce que justement vous demandiez une auto-évaluation, un positionnement de vos étudiants vis-à-vis de cette grille? Alors, ça c'est très compliqué. Mmh. Ça c'est très compliqué. Je crois que si vous voulez, mais c'est aussi un petit peu la conclusion que j'ai eue, hein. C'est-à-dire que quelque part, il faut que je prenne un peu de temps à leur expliquer et à les former sur les postes. C'est-à-dire que quelque part, il faut que je prenne du temps dans mes enseignements. Quand? Je sais pas. J'essaie de le faire dans tous les enseignements, mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal. C'est de leur expliquer pourquoi EPOS et qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez avant de démarrer l'EPOS. Voilà. Et c'est vrai que quelque part, j'aimerais beaucoup qu'ils soient autonomes face à leur grille d'évaluation. J'aimerais beaucoup qu'ils me disent: ah ben tiens, là on propose ça, mais finalement nous on orientait comme ça parce que on imaginait que là c'était bon de mettre en place ces éléments. Euh, non, la grille, ils la suivent, tant bien que mal, ils la connaissent, mais ils n'ont pas de niveau de criticité sur la grille. Et c'est vrai que quelque part, je pourrais mettre dans la grille, avez-vous des commentaires ou avez-vous des éléments à apporter en complément de cette grille? Et ça, j'aimerais bien que ça participe à la notation. Mmh. Parce que dans la grille, si vous voulez, c'est compliqué déjà hein, de les mettre en situation professionnelle. Hein. Je peux vous assurer que pour beaucoup, la communication, par exemple, c'est quelque chose, ils en ont pourtant fait, mais c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, il est important pour moi que je m'assure, avant qu'il ne discute avec un patient, il est quand même important
qu'ils aient une posture de la communication vis-à-vis du patient qui soit quand même adéquate. C'est compliqué de les mettre en situation là-dessus. Bon, on peut pas non plus tout reprendre, tout refaire, mais non, ils sont quand même encore un peu passifs vis-à-vis de ce qu'on leur demande et vis-à-vis de l'évaluation. Mais là où ils ne peuvent plus dire, c'est qu'ils ne peuvent plus dire qu'ils ne sont pas au courant de comment ça va se passer. Voilà. Ils sont parfaitement au courant de comment ça va se passer. Alors, ce qu'ils ont encore un peu, c'est, je veux dire, ils n'ont pas trop de criticité vis-à-vis d'une évaluation, l'auto-évaluation. Ce que j'étais par contre de faire, c'est que j'essaie de les faire évaluer par les pairs. Comme je vous dis, comme ça se fait en situation amphi, en tout cas dans le contrôle continu, quand ils ont fini les postes, moi je leur fais ma correction de grille par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais souvent je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est-à-dire que je fais participer les autres. Voilà, je fais participer les autres étudiants. Bon, alors ça va toujours dans le style, ah bravo, ce qu'ils ont fait c'est super, etc., etc. C'est pas non plus bon, mais ça je trouve ça plutôt, ils jouent le jeu quoi, je trouve ça plutôt voilà. Et puis j'ai été assez comment dire positivement satisfaite, je dois avouer, cette année ils ont vraiment joué le jeu, voilà. Alors après il faut qu'ils le jouent un peu plus, mais allons-y doucement, voilà. Oui, il faudrait qu'ils aient une auto-évaluation de ce qu'ils ont fait. Pour le moment c'est pas encore ça. J'espère que ça viendra, voilà. Et justement, j'espère que ça viendra. Quand on évalue, une compétence, on évalue très souvent une action et une réflexion de l'action. Et vous aviez dit au tout début de cet épisode que le raisonnement critique était quelque chose d'assez fondamental. Et comment finalement vous pourriez imaginer ce développement de l'esprit critique? Est-ce que les feedbacks donnés par les pairs ne seraient pas aussi une occasion pour les étudiants, eh bien de questionner leurs pratiques de façon critique et de défendre, comme vous l'avez dit, peut-être, une façon de faire, un protocole, justement afin de les amener à prendre du recul sur leurs actions? Parce que finalement, quand on parle de compétences, on va parler d'un savoir agir complexe qui est mobilisé pour une situation, mais peut-être que dans une situation A, il va se manifester de telle façon Mmh. et dans une situation B, d'une autre façon. Et c'est quelque part cette prise de conscience qui vient montrer en fait la détention et la manipulation fine d'une compétence. Je sais pas si je suis clair? Si, si, mais là, j'adhère aussi complètement. Et pour vous répondre à ça, je vais vous dire, il y a des stations EPOS que j'identifie avec des médicaments différents, mais qui ont le même domaine. Donc, en fait, si vous voulez, moi, ça me permet, par exemple, l'utilisation de l'immunothérapie dans le cancer bronchique, par exemple. Je leur fais des scénarios différents, mais finalement, l'accompagnement va être très proche. Et moi, ça me permet de voir comment ils abordent cet accompagnement. Et c'est vrai qu'ils ne l'abordent pas toujours de la même manière. Et c'est vrai aussi que l'abordant pas de la même manière, je me dis, ben, il faudrait peut-être aussi que justement, sur des épos qui sont domaines dépendants comme ça, très proches les unes des autres, les uns des autres, ce serait de dire, ben voilà, quel est finalement celui qui a, ou ceux qui ont le mieux réussi dans la demande de l'exercice qui était fait. Bon, j'avoue que petit à petit, j'espère, comme je vous dis, ça va se faire. Mais pour le moment, ils n'ont pas, comment dire, ils sont pas encore capables de courir un marathon. Voilà. Moi, je leur ai dit, allez, l'objectif, c'est qu'en fin de 5e année, les petits gars, vous soyez capables de courir un marathon. Je les fais, je démarre à les faire courir en septembre. Et je leur dis, allez, en juin, on court le marathon. Donc, je peux pas demander, si vous voulez, en septembre, mais je me demande même si je peux le demander en une année. Peut-être que je vais mettre 5, 6, 10 ans. Ouais, il ne faudra pas plus, hein, parce qu'après, je serai à la retraite. Mais peut-être que si vous voulez, année par année, je vais y aller un peu plus. Voilà. Consciente des progrès qu'ils ont faits, consciente. Voilà. Là, l'idée, c'était de dire, ça va pas du tout. Vous sortez de là, vous ne savez pas utiliser vos connaissances. Voilà. Je réponds à la première question. La connaissance et les compétences,
on y va, on met en place les EPOS. Ça vous apporte quoi? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise dans la réalisation d'une compétence professionnelle qui sera la vôtre lorsque vous serez sorti des bancs de l'université? Je crois que je réponds à cette question. Maintenant, optimiser le processus d'approche par compétence, je pense que ça va prendre du temps. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est petit à petit, je voudrais commencer à publier sur mon retour d'expérience. Je voudrais regarder par rapport à une évaluation de la mise en place des EPOS, qu'est-ce qu'en ont pensé les étudiants, etc., etc. Et je voudrais faire un petit peu comme finalement mon propre référentiel de compétences d'enseignement finalement. C'est-à-dire, je suis débutante là-dedans. Ok, qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que ça leur a apporté, etc., etc. Allez hop, on passe au niveau intermédiaire. Et puis après, on passera au niveau pratique avancée. La pratique avancée sera le Graal. Comme je vous dis, j'ai 30 ans d'enseignement. Si derrière, j'en ai 40 et que j'ai réussi à décrocher le Graal au bout de 40 ans, eh ben, j'aurais mis un point à ma carrière hospitalo-universitaire et j'en serais assez fière. Voilà. Parce que, comme le disait ma patronne, quand on rentre dans un amphi, c'est pas pour les très bons qu'on rentre dans un amphi, c'est pour ceux qui suivent pas. Et que donc moi je 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 rentre dans un amphi et je donne tout mon savoir, mais mon savoir je voudrais que ce soit un savoir utilisable. Et c'est là où moi je veux m'évaluer dans ma compétence et dans mon propre référentiel entre parenthèses. Hein. Alors vous allez dire que c'est très présomptueux. Euh, non, parce que des référentiels d'enseignement, etc., etc. Mais on a tous nos points positifs, nos avantages, nos maladresses. Voilà, le lundi, je peux être très bonne, le vendredi, je peux être très mauvaise. C'est tellement à haute variabilité l'enseignement. Et moi, ce que je veux être sûre, c'est que le plus petit commun multiple, c'est de dire mon savoir, si c'est que du savoir descendant, c'est du savoir qui est pas forcément utile. S'il n'est pas utile, c'est pas la peine. C'est pas la peine que je perde trop de temps. Voilà. Donc ça, si c'est ça que ça va évaluer, eh ben on va y aller petit à petit. Et comme je vous dis, je suis assez stupéfaite de voir qu'ils se sont pris au jeu, de voir que je pense que ça les a améliorés. Voilà. Je leur ai posé la question, est-ce qu'il y a d'autres enseignants qui font des épos, etc. Ils m'ont dit non. C'était la Donc, question que je voulais vous poser justement. voilà. C'était quels étaient les premiers retours des étudiants? Alors, pour rien vous cacher, j'ai préparé un questionnaire que je vais placer, je ne sais pas où, Moodle, Google, Doodle, Lime Survey, je ne sais pas. Mais en contrepartie, voilà, j'ai préparé et je leur ai dit, écoutez, c'est très important, parce que comme je vous l'ai dit, je voudrais publier, c'est très important que quelque part, vous évaluiez la mise en place de ces EPOS et j'espère que quelque part leur évaluation ira dans le bon sens. Mais comme ça, de manière très intime, hein, quand je les regarde et quand je les vois s'intéresser à ce que je leur ai demandé, eh bien, ils ont tous parfaitement joué le jeu. Donc pour moi déjà, il y a une partie de l'EPOS qui est gagnée. Mmh. Oui. Et là, pour l'instant, vous n'avez pas encore les résultats de ce questionnaire? Non. Mmh. Ah, ça serait intéressant de voir si justement vos ressentis sont confirmés, ou infirmés. Parce que ça va vous donner des données assez précieuses pour savoir comment orienter ou, bah, l'évolution de la structure de vos EPOS. Absolument. Et d'ailleurs, c'est un questionnaire par EPOS ou c'est un Non. questionnaire pour l'ensemble des EPOS? C'est un questionnaire vraiment sur l'ensemble des EPOS. OK. Parce que vous savez, j'ai dû faire, je sais pas moi, en tout, par filière, je dois être à 80 stations, 80 EPOS. Hein. Mmh. Bah, oui, c'est pour ça. C'est Donc, pour alors là aussi, ouais, là aussi, je pourrais aller plus loin. C'est-à-dire, en fonction des EPOS, dès l'EPOS, leur mettre un questionnaire EPOS. Ouais. Oui, je pourrais. Vous voyez, c'est un élément à considérer. Oui, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on pourrait faire mieux et la question se qui me paraît très importante de poser, c'est surtout: qu'est-ce que vous pouvez faire mieux sans vous mettre, sans vous éreinter? Ce qu'on disait juste avant de commencer l'épisode, parce que finalement, c'est quelque chose qui va concerner la plupart des enseignants, intéressés ou non par l'approche par compétences. C'est comment
mettre en place des activités, faire des expérimentations petit à petit, sans trop se brûler. Et c'est une question que je voudrais vous poser. Finalement, qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Qu'est-ce qui a été éreintant? Qu'est-ce qui vous a posé problème dans dans cette acculturation et ces expérimentations vers l'approche par compétences? Qu'est-ce qui a été compliqué? Alors, ce qui est compliqué, il n'y a pas grand-chose qui est compliqué. C'est c'est la reconnaissance, enfin la reconnaissance, pas ma reconnaissance, hein. Ça fait bien longtemps que je n'en ai pas besoin. Mais c'est la reconnaissance par ses pairs, c'est-à-dire par les enseignants-chercheurs. Voilà. C'est-à-dire que quelque part, je crois qu'on l'avait abordé, c'est assez simple. Je le redis, hein, je crois qu'arriver à cette approche-là sans être accompagné par une équipe d'ingénieurs pédagogiques, ça aurait été très difficile. Parce que finalement, ceux qui m'ont acculturé par rapport à ça, ce sont bien eux. Et en particulier la personne avec qui j'ai travaillé dans le cadre du projet New Deal pour l'alignement pédagogique. En fait, elle m'a ouvert les yeux sur qu'est-ce qu'une grille d'évaluation, comment on mesure des compétences, comment on accompagne des compétences, comment on définit le critère de compétence. Tout ça, moi j'étais la taxonomie de Bloom, etc., etc. Moi tout ça, ce n'est pas Votre ma genèse. culture, Non, non, de ce n'est pas base, ma culture initiale? et c'est pas ma genèse. Voilà. Mmh. Alors, je trouve d'ailleurs ça fort dommageable, hein, parce que nous sommes des enseignants-chercheurs, hein. Mais Et vous êtes donc, peut-être plus chercheur-enseignant de par votre formation et votre culture? alors, Entre ouais, mais bon, si vous voulez, je trouve ça très aberrant et comme vous savez, comme parfois on nous dit, «Mais de quoi est constituée finalement notre carrière?» Il serait bon que notre carrière soit constituée aussi de ça. Parce que mmh. savoir enseigner, bah, c'est pas donné à tout le monde, et quelque part, je crois que quelque part, ça ferait du bien à beaucoup d'enseignants de pouvoir avoir cette acculturation. Mais globalement, ça c'est comme, vous savez, on parle beaucoup d'acculturation, de santé du numérique, etc., etc. Moi, je trouve que c'est exactement la même chose. C'est le même, mais c'est la même définition. Je crois qu'on aurait beaucoup besoin de personnes qui nous disent, bah voilà, pour gagner du temps, pour gagner en optimisation, pour gagner en réussite finalement d'accompagnement des étudiants. Hein. Faut avouer, notre métier, on ne le fait pas pour nous. Hein. Moi, c'est souvent ce que je leur dis. Hein. Ça fait 30 ans que je connais la cinétique, donc j'ai plus grand-chose à apprendre en cinétique. Mais par contre, eux ne savent pas ce qu'est la cinétique. Donc leur enseigner la cinétique, c'est important. Et donc, bien leur enseigner la cinétique, c'est important. Bien leur enseigner la pharmacie clinique et les utilisations de la pharmacie clinique, c'est important. Et personne n'a répondu, ne m'a accompagné dans ce contexte-là, seulement il y a 2 ans, je vous dis, et ça m'a complètement ouvert les yeux. À partir de là, je me suis inscrite à l'association internationale des enseignants universitaires. À partir de là, j'ai rencontré, bah, je vous ai rencontré, j'ai rencontré des personnes de Montpellier. Ça, vraiment, ça a totalement ouvert dans l'ingénierie pédagogique, ça a complètement ouvert, je vais dire, mes, mes connaissances et ma curiosité. Et c'est pour ça aussi que j'en suis là. Donc, je le redis, l'accompagnement avec des ingénieurs pédagogiques dans le système, dans l'innovation, dans comment enseigner, dans comment évaluer, etc. C'est plus que fondamental. Mmh. La problématique, c'est que à l'UFR des sciences pharmaceutiques de Bordeaux, bon, j'ai peut-être pas, voilà, mais sincèrement, j'ai cette expérience-là. Bah, pensez-vous que quelque part un jour on m'ait demandé, bah tiens, dis-nous l'expérience que tu as eue, fais-nous un retour de cette expérience-là, dis-nous comment tu as articulé les événements pour en arriver à de l'approche par compétences. Mais jamais on me l'a demandé. Mmh. Oui Ni et dans un positionnement de commission pédagogique, ni dans un positionnement de conseil du FR. Je n'y suis plus, mais c'est pas très grave. Mais jamais on ne me l'a demandé en 2 ans d'expérience. En clair, mmh, il y a un groupe de travail qui est mis en place pour le R3C du DES Officine. Si vous voulez, je suis la plus avancée des enseignants de ce groupe. Pas un du groupe m'a demandé donne-nous ton expérience. Donc moi j'ai voulu, comme on m'a toujours enseigné, par preuve. C'est-à-dire je m'aligne. Allez hop, j'aligne. Très bien. Je fais l'article. Je fais l'approche par compétence. Je vais rédiger un article. Et quand on mmh. me dit ah oui, machin, etc., ben je dis écoutez, renseignez-vous, lisez, etc., etc. Voilà.
Vous Mm. avez tous les supports qui sont à disposition, voilà. Mais je suis estomaquée de la difficulté de partage d'expérience. Vous pensez bien que je le fais pas pour moi, hein. Je suis PUPH, classe exceptionnelle, c'est bon. Vous voyez, je n'ai plus rien à me prouver. Je le fais parce que je pense que c'est extrêmement important pour les étudiants. Mm. Et j'observe une espèce de limite d'acculturation où si les enseignants-chercheurs sont acculturés, ils ne seront pas acculturés. Alors, je suis pas là en train de dire je vais les former à. C'est pas mon rôle. À mon avis, c'est le rôle des ingénieurs pédagogiques. Mais ne pas demander à quelqu'un qui est avancé de regarder où en est sa progression et de lui faire présenter ce qu'elle a mis en place, je trouve ça déplorable. Voilà. Et la limite, elle est là. La limite, elle est simplement là. Mm. Donc, si je devais résumer tout ce que vous venez de dire, cette limite, elle tiendrait à quelque part la curiosité d'aller voir ce qui se passe dans le jardin de son voisin, voir ce qu'il fait. Et, et ce que vous décrivez là, alors je suis pas en université, je n'évolue pas en université depuis 30 ans, mais j'ai déjà eu l'occasion de l'entendre dans plusieurs endroits, plusieurs universités. Et je me pose toujours la question, qu'est-ce qui permettrait finalement aux enseignants, heu, résistants ou non, de développer cette curiosité? Parce que vous l'avez dit, tout part d'un questionnement vis-à-vis de ces pratiques et finalement, puisque c'est obligatoire, enfin, ça va être amené à être obligatoire, l'approche par compétences, comment faire en sorte, individuellement, en tant qu'enseignant, qu'on puisse trouver du sens à cette réforme? Et là, si je devais parler entre guillemets pour, pharma ou médecine, j'ai presque envie de dire, on est dans un champ disciplinaire qui se prête pas mal à l'approche par compétences, vu que vous formez en fait, des professionnels. Avant même qu'on parle d'approche par compétences, il y avait déjà ce souci de formation de professionnels de santé, si je me trompe pas. Donc finalement, il y a il y a, un terreau fertile à toutes ces questions et j'imagine que dans votre évolution, dans votre construction professionnelle d'enseignant, vous avez dû ressentir une certaine solitude de ce que vous m'avez partagé. Est-ce que ça serait pas plus agréable finalement de se sentir moins seul dans ce processus de développement de compétences enseignantes que ce que vous avez vécu? C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous voyez un intérêt finalement à être, accompagné et à avoir finalement du développement de compétences par les pairs, en fait, de ne plus évoluer seul en tant qu'enseignant. Alors, bon, c'est un métier, c'est un exercice, c'est un métier de solitude, hein, voilà. Parce que pour des raisons X, Y ou Z, on ne partage pas les mêmes terreaux, on ne partage pas, on ne fait pas pousser les mêmes fleurs, on ne fait pas naître les mêmes réflexions. Donc je pense que pour évoluer, je le redis, c'est un vrai paradoxe. Pourquoi c'est un vrai paradoxe? Parce que je le dis, je pense que, attention, parce qu'il faudrait pas croire qu'on dit, bon, Braille, elle fait du perso, puis du perso et du perso. Non, non, je suis pas comme ça. Et j'imagine bien qu'à un moment, l'individuel doit passer en groupe. Mais c'est juste, je vais répondre juste intellectuellement. Je reste persuadée que c'est une démarche individuelle. C'est-à-dire que quand on rentre dans cette démarche-là, on y rentre soi-même, avec les matières que l'on enseigne, avec notre culture, avec notre envie de faire passer les compétences, enfin de vérifier les compétences, de faire passer les connaissances, on y rentre personnellement. Je suis désolée, ça, vous pourrez me mettre noir sur blanc plein de choses. C'est une démarche individuelle dans un premier temps. Donc forcément, quand c'est une démarche individuelle, si vous ne la partagez pas, mais moi, j'ai pas été dans ce cas parce que je l'ai partagé avec plein de personnes. Je l'ai partagé avec des personnes de Bordeaux, mais pas que. Donc, je me suis jamais trouvée finalement en niveau individuel. J'ai toujours pu échanger. Et ça a été très fort pour moi. Donc maintenant, ça m'a abordé d'aller vers l'approche par compétence. J'en suis là.
Et j'en suis même bien avancée puisque je fais des EPOS, etc., etc. Allez, on ferme la parenthèse de l'approche par compétences pour la pharmacie clinique version professeur Dominique Bray. Là, on me propose de travailler, et encore, je pense qu'on m'a proposé parce qu'il le fallait, parce que je suis pas complètement sûre qu'on m'aurait proposé de travailler. Mais on me propose de travailler dans un projet qui est un projet très important, qui est un projet d'installer l'approche par compétences dans le cadre du R3C en officine. Qu'est-ce qu'on fait? Première démarche, les enseignants qui sont dans ce groupe projet ne sont pas au même niveau que moi dans l'acculturation. Et là, qu'est-ce qu'on leur demande de faire? On leur demande de faire une acculturation collective. Vous comprenez bien que je ne m'y retrouve pas. La bonne approche là-dedans, c'est de dire, OK, on part sur du collectif. Bien sûr qu'in fine, ça doit être collectif. Mais après, vous avez à l'intérieur des disciplines différentes, des enseignants-chercheurs différents, et ces éléments-là, il faut les accompagner individuellement, parce que c'est pas collectivement qu'ils vont faire. Vous comprenez? Oui, et si je comprends bien même, finalement, l'accompagnement collectif, ça devrait être un aboutissement. Il faudrait d'abord qu'il y ait eu un accompagnement à la maturation individuelle Mais et c'est ensuite, évident. une fois qu'on a des mêmes niveaux de connaissances, d'acculturation. Mais c'est évident. Et voilà pourquoi la limite, elle est là. Parce qu'en fait, ils prennent le problème à l'envers. Mmh. Voilà. Alors moi, j'ai rien contre, hein. Ils font comme ils veulent, je suis pas responsable du projet. Donc, ils ont qu'à le faire marcher, leur projet. Mais dans la définition de dire, on met en place sur un référentiel qui existe l'approche par compétence et on y va collectivement. Collectivement, on s'occupe de nos UE. Collectivement, on s'occupe de mettre nos compétences, etc. Mais c'est quoi ça? Mais moi, j'ai Ouais. pas envie, si vous voulez, de m'intéresser. Bien sûr que c'est important de discuter ensemble, mais les compétences qui vont être développées dans le réglementaire, par exemple, c'est pas les compétences de la pharmacie clinique. Et les compétences de la pharmacie clinique, j'ai pas besoin de quelqu'un qui fait du réglementaire qui va m'expliquer comment on met en place. Je sais lire un référentiel, je sais tirer les compétences de ce référentiel, et je m'applique à mettre en place les EPOS qui vont bien avec. Vous comprenez? Et l'objectif d'un sujet tel que celui-là, qui est super important, c'est finalement de dire, travaillez chacun dans votre sens, et in fine, quand vous en êtes tous aux mêmes étapes, on réunit collectivement et on regarde comment on décline UE par UE, parce que c'est ça, c'est ça le nerf de la guerre. Mmh. Or là, si vous voulez, je me retrouve dans un groupe qui ne sait même pas ce qu'est un alignement, qui n'a jamais aligné, qui s'est jamais posé les questions, etc., etc. Alors, moi, je veux bien, ils vont être accompagnés, mais qu'ils fassent déjà ce sujet-là, et puis après, on verra comment ils feront. Moi, j'y suis déjà passée là-dedans. Et on ne me demande aucun retour d'expérience. Donc, bah, do yourself. Je, je, Mmh. je pense ne pas être malhonnête ou ne pas être, comment dire, individualiste en vous disant ça. Comme vous le dites, l'approche par compétence nécessite un travail individuel d'acculturation par rapport à comment on va s'installer là-dedans. Mmh. Et ce Et n'est que pas f un objectif collectif. Je suis mmh. désolée, c'est pas parce qu'on se voit 3 fois par an qu'on va mettre en place. Alors un coup ils produisent le référentiel, un autre coup ils disent bon, ben alors maintenant vous allez me remplir par UE, etc., etc. Non, si vous voulez scientifiquement, là c'est ma casquette de scientifique. Hein. Scientifiquement, la méthode ne me convient pas du tout. Donc globalement, si vous voulez, étant pas d'accord avec la méthode, eh ben, écoutez, je trace ma route et puis point barre. Et le jour où il sera temps de passer au collectif, eh ben on verra où on en est. Mmh. Et c'est peut-être, un d un fonctionnement similaire à ça qui va expliquer, des résistances, mais parce que là, dans ce que vous avez énoncé, on est dans ce que j'appelle, j'ai l'impression en tout cas, une approche par compétences, mais qui se veut purement politique. C'est-à-dire, on va créer des référentiels de compétences, on va changer les maquettes de formation, on va utiliser, mettre le mot concept compétences partout, sans transformer le réel, sans, qu'il y ait vraiment des changements de fond, sans que le format pédagogique change. Et ça, c'est peut-être justement une stratégie institutionnelle
pour avoir un changement massif. Sauf que, bah, ça peut donner raison aux résistants de ne pas faire grand-chose et ça peut décourager les personnes qui s'y intéressent, vraiment et Absolument, absolument. Mais bon, alors décourager ceux qui veulent, bon, effectivement, je suis assez d'accord avec vous sur l'approche politique. Moi, personnellement, ça ne me découragera pas parce que il y a, comme je vous l'ai dit, un temps pour tout dans l'enseignement et je pense que j'ai atteint la maturité pour passer maintenant la vitesse supérieure. Donc moi, ça ne me découragera pas. Mais par contre, je trouve qu'effectivement, l'environnement n'est pas très opérationnel et n'est pas très motivant pour pouvoir partager les choses. Voilà. mmh. D'ailleurs, on ne me le demande pas de les partager, donc ça tombe bien. Alors peut-être que vous prendrez l'occasion de partager vous-même et c'est quelque part, c'est ce qu'on fait déjà actuellement, mais en tout cas, je pensais à le partager au sein de votre composante. Parce que le message que je trouve très intéressant et très fort, c'est que finalement, en tant qu'enseignant, si on veut s'engager dans l'approche par compétence, ça demande des prérequis. Des prérequis, vous avez parlé d'acculturation, mais finalement, il ne s'agit pas tant d'une acculturation à la pédagogie de l'approche par compétence, mais plutôt la pédagogie tout court. C'est déjà finalement prendre en main ce que vous avez nommé comme étant les compétences d'enseignant. Se poser la question de ce qu'on fait, quels objectifs, pédagogiques on donne à notre cours, quelles activités on construit, comment on les évalue, comment est-ce qu'on anime finalement, ces cours, ces évaluations. C'est tous ces questionnements-là qui pourraient constituer des prérequis lorsqu'on veut s'engager dans un chantier plus ambitieux que l'approche par compétences, puisqu'il se veut collectif et qui dit collectif dit niveau de comment dire? De connaissances ou d'acculturation similaire. Et peut-être que, là, c'est la question que je vous pose, une question ouverte, c'est est-ce que les services de pédagogie n'auraient pas entre guillemets un rôle à jouer? Alors je ne sais pas quelle stratégie il pourrait y avoir, mais que finalement, avant de proposer un accompagnement d'équipe pédagogique, il pourrait y avoir un temps préalable d'accompagnement individuel pour mais qui demanderait finalement de prendre un enseignant, de faire le point sur ses pratiques, de voir justement s'il a les capacités, l'envie, les possibilités de s'ouvrir à un travail collectif ou non. Je sais pas si je suis clair? Si, si, mais bon, là, moi, là, je vais vous mettre, je vais dire joker. Voilà. Moi, de ce que je vois, je suis pas loin de penser comme vous. En contrepartie, je crois qu'on est 25 ou 30 dans ce groupe. Mmh. C'est un projet qui a un accompagnement par des équipes pédagogiques, hein, enfin, d'ingénierie pédagogique. Je ne sais pas dans la présentation du projet s'il un moment, il y a un élément où il y a marqué tour de table pour savoir où on en est et tour de table pour Mmh. savoir quel est notre niveau d'acculturation autour justement de cette approche par compétences. Il y a une question Mmh. assez simple à dire, hein, c'est qui a réalisé un alignement pédagogique de ces enseignements dans le cadre des UE de cinquième année. Oui, et à quel degré ou comment dire? Est-ce que encore une fois l'alignement pédagogique, il est factuel, réel, concret ou Oui, qui est mis en place. si mmh, Voilà. oui, Et là, dans ce groupe-là, je crois que je suis la seule. mmh et c'est presque triste à reconnaître, étant donné que enfin, je suis ingénieur pédagogique de profession et je trouve ça triste presque de comprendre les résistances. Vous l'avez évoqué vous-même, c'est que finalement, l'investissement dans la pédagogie n'a pas vraiment de valeur dans l'avancement de carrière d'un enseignant-chercheur ou très peu. Non, non, Donc, si je veux être à comment dire? Comprendre la personne que j'ai en face de moi, la personne qui est l'enseignant-chercheur, elle évolue dans un environnement qui ne l'incite aucunement à travailler cette question de la pédagogie. Donc, non. à moins d'avoir une sensibilité comme vous avez pu l'avoir, comme je peux l'avoir personnellement et c'est ce qui fait qu'on échange aujourd'hui, c'est pas comment dire? S'investir dans la pédagogie quand on est jeune enseignant-chercheur, est-ce que ça ne reviendrait pas à dire haut et fort qu'on vit d'amour et d'eau fraîche? Mais je vous dis, j'ai commencé en disant qu'il y avait un âge pour tout. Mmh mh. Quand j'ai été jeune enseignant-chercheur,
très certainement que j'avais une pédagogie, très descendante. Alors j'étais un peu tout feu tout flamme, hein, c'est-à-dire j'avais envie, mais c'était, bah, voilà, ce que vous devez savoir, c'est ça. Vous comprenez? Très bien. Vous comprenez pas, tant pis. Voilà. Puis après, on grandit. On se dit: «Ah ben tiens, il y en a qui comprennent pas». Pourquoi ils comprennent pas? Ben peut-être parce que ce que je leur dis, c'est pas bien dit. OK. Donc petit à petit. Et puis après, on arrive, il faut pas oublier quand même, hein, on est enseignant-chercheur, on doit aussi publier, hein. Vous savez, la publication, ça prend beaucoup de temps quand on est jeune. Et puis après, on arrive à être un peu plus âgé. Et un peu plus âgé, on est un peu déçu. Parce qu'on est très engagé, on donne beaucoup de notre personne. En tout cas, moi, je suis pas un enseignant qui lit Paris Match, hein. Moi, je suis un enseignant très motivant, très, très dynamique, peut-être même un peu trop. Donc, si vous voulez, on est déçu parce qu'on engage beaucoup et on se rend compte que notre engagement n'est pas à la hauteur de ce qu'ils reçoivent. Après, il y a les fameux, vous savez, moi j'ai connu les amphis où ils étaient 150, hein, où ils venaient m'écouter. Parce que vraisemblablement, ils avaient dû dire, tiens, celle-là, elle gâche pas ses enseignements, donc on va venir l'écouter, etc. Ensuite, il y a eu les Ronéos. Donc, vous donnez votre savoir et vous avez 15 têtes de pipe dans un amphithéâtre. Ça démotive un peu, hein. Ça démotive un peu. Parce que écouter un enseignant, c'est important, surtout quand il livre beaucoup de choses. Et puis après, ben, il arrive le temps où vous vous dites, bon, ben voilà, je les retrouve en 5e année. Tout ce petit monde, je le retrouve en 5e année. Bon, on est bien d'accord, en 5e année, ils ont la connaissance totale, à peu près. Ok, testons-les maintenant sur la compétence pratique. On y va. Je leur demande une analyse, etc., etc. Et alors là, les bras m'en sont tombés. Voilà, les bras m'en sont tombés. Ils ont 5 années de pharmacie derrière eux et ils sont incapables d'utiliser leurs connaissances. Mais vraiment incapables. Alors bon, bien sûr, incapables plus ou moins, oui, bien sûr, voilà. Mais incapables. Si on les met en situation, ils sont pas capables, ils vont pas faire. Donc, comme les titulaires ne font pas, ben, ils feront pas. C'est assez simple. Or, on est dans une situation où il y a beaucoup de choses. Maintenant, la pratique avancée en pharmacie, elle est autorisée. Alors, c'est moins qu'au Canada, c'est moins, bien sûr. Mais on peut faire des choses aussi très intéressantes et ils sont responsables de beaucoup de choses. Donc là, ben, la situation est simple, c'est de dire, on peut pas rester comme ça. Voilà. On peut pas rester comme ça. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a à se mettre en main pour savoir si on y va en objectif structuré? Ok. On a des référentiels? Ben oui, on les a. En réforme de 3e cycle, on les a. Ils arrivent petit à petit, sont publiés. Est-ce qu'on peut s'en saisir? On peut parfaitement s'en saisir. On met les compétences en ligne, on met les compétences en ligne et on y va. Peut-on faire une évaluation par compétences? Ben oui, c'est les EPOS. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a une vraie logique et je crois qu'il ne faut pas demander à un enseignant qui a 30 ans d'être un enseignant qui, comme moi, a 56 ans. Et moi, 56 ans maintenant, j'ai plus beaucoup de temps à faire. Et le temps qu'il me reste, eh ben, je vais le donner dans le cadre de mon métier, autour de l'innovation pédagogique, autour de l'accompagnement des étudiants. C'est vraiment maintenant mon cœur de métier. J'ai plus besoin de prouver de la publication. C'est fini tout ça, c'est fini. Mon bâton de maréchal, tout ça c'est fini. J'ai plus besoin de prouver aux autres, regardez comme je fais bien. Maintenant, je n'ai qu'un objectif, c'est rendre heureux les étudiants, les rendre autonomes, les rendre opérationnels sur le terrain, afin aussi d'augmenter quelque chose qui est importante, l'attractivité de notre métier. Parce que je pense que dans le fait d'avoir raté petit à petit l'enseignement, la motivation, la responsabilité des étudiants, l'autonomie des étudiants, eh bien, on a tué, je pense, en partie, hein, et nous sommes fautifs, l'attractivité de nos métiers. Je trouve ça presque triste finalement que l'université et plus spécifiquement les enseignants-chercheurs évoluent dans un système où finalement il faut attendre des décennies pour
pour, s'intéresser, réellement à la pédagogie. Et quand je dis s'intéresser réellement, il s'agit pas de jeter la pierre pour dire: «C'est bien» ou «C'est pas bien», c'est que finalement, le système dans lequel qui pave l'évolution de carrière d'un enseignant-chercheur, eh bien, ne l'amène pas en fait, à se préoccuper de façon pas précoce, mais de se préoccuper relativement tôt des questions de pédagogie. Parce que finalement, c'est beaucoup de choses peuvent partir de là. Est-ce qu'on peut en vouloir à un étudiant d'être stratégique et de maximiser son travail pour les notes qui ont un plus gros coefficient? Non. Est-ce qu'on peut blâmer un enseignant-chercheur de vouloir, évoluer et monter en grade? Non plus. Et de faire ce qu'il faut pour ça? Non plus. J'ai l'impression dans ce que quand je vous écoute, eh beh, vous avez gardé votre fougue, mais ce que je me dis, c'est que peut-être que tout le monde, ne garde pas sa fougue, tout le monde ne garde pas son n'a pas forcément ce caractère un peu, tem tempétueux et ce côté un peu templier de vouloir continuer de donner, et de rendre accessible le sacré, le savoir sacré, et que beaucoup d'enseignants peuvent, se contenter de justement de distribuer un savoir sans se préoccuper de l'accessibilité de ce savoir. Et pourquoi? Parce qu'ils sont pas dans un environnement qui va les contraindre, qui va les amener, qui va leur donner les moyens de se cogiter là-dessus. Finalement, si je reprends tout ce que vous avez dit, c'est une insatisfaction personnelle que vous avez développée au fil du temps. Et comment vous l'avez développée? En questionnant régulièrement. Vous avez eu des moments de prise de recul où vous vous êtes dit: «Ah ben là Dominique, ce que tu fais, ça ne me va pas». C'est-à-dire: «OK, je peux le faire, personne va me juger, mais moi je me sens plus aligné». Et Effectivement. c c'est bah, c'est là où moi, personnellement, en tant qu'ingénieur pédagogique, je vois un intérêt, enfin une place, c'est que justement les services de pédagogie, les personnes individuelles que sont les ingénieurs pédagogiques peuvent et devraient accompagner cette maturation individuellement en s'adaptant aux personnalités, aux singularités de chacun et chacune, mais qu'on pourrait le faire. Et peut-être que des prises de conscience comme vous en avez eues, on pourrait en avoir plus tôt pour les nouveaux enseignants, mais sans que ce soit extrêmement chronophage et éreintant physiquement à mettre en œuvre, physiquement et nerveusement. Parce qu'encore une fois, je veux pas jeter la pierre aux enseignants-chercheurs qui doivent cumuler plusieurs métiers, enseignants, ingénieurs pédagogiques, chercheurs et administratifs. Parce qu'il y a aussi ce contexte-là et qui est quand même important à prendre. Et je pense que vous êtes très bien placé pour le savoir que vous jonglez entre plusieurs métiers. Oui, mais je vous dis, je crois que ça, on parlait du temps, on parlait, je crois que quand on aligne les choses et qu'on est en phase avec, ses réflexions, c'est pas une perte de temps. Vous Mmh. voyez, paradoxalement, j'ai l'impression d'avoir abattu beaucoup de travail, c'est sûr, mais c'est pas une surcharge parce que ce travail, il est comme, naturel, comme, inné. Il est en phase. Il est en phase avec mon alignement. Voilà. Ouais. Parce que là, vous parlez d'alignement pédagogique, mais j'ai envie de basculer avec ce que vous venez de dire sur un autre alignement qui est votre alignement personnel, c'est-à-dire l'alignement entre votre système de valeurs et Ouais. la pratique de votre Ouais. métier tel que vous Ouais. l'avez. Oui, Et finalement, est-ce que tout ne commencerait pas par là? bien sûr. On va demander aux étudiants d'être réflexifs, de se questionner, et s'il fallait pas déjà le donner aux enseignants, leur donner cette possibilité et peut-être même d'être accompagnés dans ce questionnement: «Pourquoi je suis enseignant? Quelle est mon quelle valeur, ce que je peux voir ou consacrer à l'enseignement? Quel engagement va découler de ces valeurs?» Et être capable de se dire, bah, que ces valeurs et cet engagement vont évoluer avec le temps. Que peut-être qu'au début, vous allez être moins engagé et qu'avec le temps, avec les années, vous allez être beaucoup plus engagé et inversement. Mmh. Oui, oui, oui. Oui, 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 mais tout se voit. Toutes les situations se voient et voilà. Mais ne surtout pas moi là où je pense que ça fait très défaut, c'est ne surtout pas échanger sur, l'épanouissement professionnel. Pourquoi? Parce que quand vous voyez les enseignants, alors je sais pas,
Bon, là aussi, c'est très subjectif, hein. Je ne sais pas si je devrais dire ce genre de choses en podcast, mais à la question, les enseignants sont-ils heureux? Je suis pas complètement sûre qu'il y en ait beaucoup qui répondent oui. Ah, eh beh, sachez qu'il y avait eu une enquête, et je pense que je mettrai alors j'ai oublié le nom de l'enquête, mais je le mettrai dans la description, de 2 enseignants, chercheurs, dont une qui est même maîtresse de conférences à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, qui avait justement cherché, mis en place une enquête afin d'avoir de la donnée sur le mal-être des enseignants-chercheurs et que les résultats étaient assez, étaient enfin, en tout cas pour ce qu'ils m'en avaient partagé, étaient assez inquiétants. Oui, Inquiétants dans le parce sens que oui, parce que je vous dis, les enseignants-chercheurs, indépendamment de leur capacité à être bons, ou pas, je pense qu'effectivement, à un moment, il y a une évolution personnelle qui prend le pas sur, sur les objectifs, d'être, un bon enseignant. Voilà. Et je vous dis, moi j'ai passé tous ces stades-là. Je suis plus à ce stade-là. Voilà. Donc maintenant, moi, le stade, c'est, maintenant je m'occupe du bien-être des étudiants. Voilà. Et c'est vrai que le bien-être des étudiants, il est aussi très à mal parce que en fait, ils viennent dans une professionnalisation, puis se rendent compte que ce qu'on leur a fait miroiter, c'est pas ça. Et donc, ça fait des aigris aussi, hein, ça fait des gens malheureux. Et je pense que si vous voulez, entre un enseignant malheureux, ou en tout cas aigri de la vie, et des étudiants aigris de la profession, ben, ça fait pas bon ménage. oui Voilà, et en surtout qu'il y contrepartie, a un rapport de cause à effet, en fait, entre les oui, 2. oui, C'est-à-dire qu'une oui, personne qui est profondément aigrie, professeur ou pas, quand elle doit accompagner quelqu'un, on exerce des métiers où notre personne humaine est intimement liée à notre fonction. oui, oui. Donc et comme on n'est pas des robots et qu'on est incapable d'avoir une certaine schizophrénie, choisie, de se dire: «Bon, j'arrive dans une salle de classe, je mets mon identité de Dylan Job de côté et je vais faire mon cours». C'est très, très difficile, parce que un prof d'histoire de droit que j'aime beaucoup disait souvent, heu: «Si si vous êtes aigri, que vous n'êtes, pas spécialement intéressant et que vous avez la gueule d'un mec pas intéressant, s'il y a faut pas s'étonner que les étudiants vont devenir chiants et peut-être même absents et ça sera pas forcément la résultante d'un mauvais comportement de leur part. Ça sera simplement la résultante de votre comportement à vous, parce que les étudiants seront le reflet que vous pourriez voir de vous-même dans le miroir et j'avais trouvé ça très, très, Ça très c'est joli. juste, ouais. Mmh, Ça c'est juste, oui, c'est mmh juste. et là, c'est peut-être, l'occasion de conclure, en fait, d'arriver sur cette conclusion de cet épisode, que finalement, si je comprends bien, si je reprends tout ce qu'on a dit depuis le début, beh, s'engager dans l'approche par compétences, ça demande avant tout de prendre le temps en tant qu'enseignant, individuellement, de se questionner. Qu'est-ce qu'on attend de la pédagogie? Qu'est-ce qu'on attend de l'enseignement? Comment est-ce que nous, on définit notre métier d'enseignant? C'est une question que je vous pose. Oui, oui. Bon, alors là, ça, on quitte un peu, on quitte un peu le sujet de Mmh. l'APC. Oui, bah, c'est l'ouverture. Mais oui, 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 je reste persuadée, je le redis, avec toute la force qui est la mienne, que si on n'est pas aligné dans ses baskets, euh, si on ne donne pas de la perspective à ces enseignements, si je vais pas utiliser, si on n'aime pas son métier, qui consiste à accompagner au mieux les étudiants, on peut pas se projeter effectivement dans des missions aussi finalement aussi sensibles et aussi étroites.
Voilà. Je 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 reste persuadée qu'il faut aimer son métier et qu'il faut lui donner des perspectives et je redis, toujours moi ce qu'on m'a dit: «Il y a un âge pour tout» et je crois que tous les enseignants au-delà de 50 ans devraient s'interroger, sur cette mission qui est la plus importante, c'est-à-dire, rendre nos métiers attractifs et montrer aux étudiants qu'on a toujours cette flamme. Voilà. Moi, je leur dis toujours, si c'était à refaire, je pense que je referais pareil. Je pense que j'éviterais quelques obstacles, mais globalement, je ferais pareil. Et je terminerai juste pour dire que je suis devenue cinéticienne, enfin pharmacocinéticienne, parce qu'un jour, j'allais dans les amphis, j'assistais aux enseignements de pharmacocinétique. J'assistais très tôt le matin aux enseignements de pharmacocinétique. Il fallait avoir une motivation et j'étais issue des préparatoires et j'avais eu du mal au démarrage en pharmacie parce que je me disais, mon Dieu, je suis toujours loin de l'année des mathématiques, etc., etc. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? J'étais pas la championne de la galénique ni de la botanique. Et puis un jour, comme ça, hop, ça y est, je revois un enseignant-chercheur qui, en troisième année, amène des monos exponentiels. Et vous voyez, mon cerveau n'a fait qu'un, il a tourné rapidement, puis il a dit, je suis allée rencontrer l'enseignante et puis je lui ai dit, bah, écoutez, voilà, c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je veux faire comme vous. Alors, est-ce que vous pouvez me coacher pour me dire ce que je dois faire pour pouvoir un jour être comme vous? Je suis Oui. arrivée à mes fins. J'avais 20 ans quand je suis allée la voir. Morale de l'histoire, l'enseignement, c'est la profession d'une vie. Ah ouais, ça c'est sûr. Il faut être un peu humble, mais c'est sûr, quoi. C'est sûr que c'est un beau métier, mais c'est un dur métier. Mmh. Merci beaucoup Dominique.